Il y a encore des places sur le devant, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y en a encore quelques-unes. Ce qu'on va faire pendant cette heure, c'est vraiment maintenant aborder ce cours de mécanique générale parce que on va entamer le chapitre qui est dédié à la cinématique et qui va nous occuper quand même pendant un certain moment. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que malheureusement, je vais vous donner énormément de définitions. Certaines sont triviales, d'autres le sont un petit peu moins. On va parler de systèmes de coordonnées, de trajectoires, d'équations horaires, de vitesse, etc. Parce qu'on va définir les outils qui nous permettent de décrire le mouvement d'objets, de points, dont on désire caractériser l'évolution. Ensuite de ça, mais ça ce sera pour jeudi, on va aborder des mouvements que vous connaissez déjà, vous les avez déjà vus, c'est le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et vous allez voir que les formules qu'on va établir et que vous allez utiliser, elles sont peut-être un tout petit peu plus générales que celles que vous avez vues, elles sont un tout petit peu plus compliquées, mais elles ont l'avantage d'être applicables dans n'importe quel cas. Et donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de choses à mémoriser. Et finalement, on verra aussi le mouvement circulaire uniforme que vous avez également déjà abordé certainement auparavant. Donc, on entame le chapitre de cinématique. Qu'est-ce qu'on entend par cinématique? Eh bien, avant de vouloir étudier les causes du mouvement, on va déjà essayer de décrire ce mouvement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cinématique, c'est-à-dire qu'on veut juste décrire le mouvement d'un objet dans l'espace et dans le temps, sans se soucier vraiment des causes de son évolution. Vous le savez tous, qu'est-ce qui fait qu'un objet change de mouvement? Quel ingrédient est-ce qu'il faut pour qu'un objet change son mouvement, qu'il accélère? Eh bien, il faut une force. Et dans ce chapitre, on ne parlera pas du tout de force pour l'instant, on veut juste décrire le mouvement. Et donc, on a parlé d'espace et de temps. Et donc, on va définir évidemment le vecteur position qui permet de caractériser l'endroit où se trouve un objet. Mais on va aussi utiliser des vecteurs qu'on appelle la vitesse et l'accélération. Pourquoi ? Ils sont a priori pas formellement utiles parce que si je connais le temps et si je connais la fonction qui donne la position de l'objet que je décris en fonction du temps, en principe, je caractérise complètement le mouvement. Mais on est aussi intéressé à la vitesse et à l'accélération. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fera de la dynamique, lorsqu'on voudra étudier les causes de l'évolution, eh bien les équations différentielles qu'on étudiera, elles feront appel à la vitesse et à l'accélération. Quels sont les outils dont on a besoin pour caractériser un objet et sa position en fonction du temps? Eh bien, a priori, lorsqu'on est dans le laboratoire, on a besoin d'une règle pour mesurer la position et on a besoin d'un chronomètre pour mesurer le temps. Et donc, ces outils, il faut bien qu'on se définisse des références, il faut bien qu'on définisse des objets physiques par rapport auxquels on veut mesurer l'évolution. Et en ce qui concerne le temps, on fera l'hypothèse que le temps est universel, ce qui est évidemment faux, mais en mécanique classique, c'est la première approximation qu'on fait. Et donc, on va, dans un premier temps, se dire, voilà, avant même de caractériser un objet, il faut que je me dise quel est l'objet, quels sont les objets que je vais essayer de caractériser. Alors, il est clair que si je prends n'importe quel objet, un objet comme ça, que je veux essayer de caractériser son mouvement si je le jette en l'air, par exemple, ça peut être assez compliqué. Et donc, dans un premier temps, on va faire une hypothèse qui est très simplificatrice, mais qui est quand même extrêmement puissante. On va se dire qu'on va traiter l'évolution de points matériels. Qu'est-ce que c'est qu'un point matériel? C'est simplement un objet, n'importe quel objet, pour lequel on considère que toute la masse est concentrée en un seul point. C'est-à-dire que si je veux considérer cet objet comme un point matériel,
je vais dire que le point matériel, il est situé quelque part là au milieu et qu'il a la masse de cet objet. Alors évidemment, c'est une hypothèse qui est vraiment simplificatrice, pourtant on peut quand même l'appliquer. Je donne ici quelques exemples. Une voiture qui se déplace sur l'autoroute, on peut parfaitement la traiter comme un point matériel. De même que si on regarde une pomme qui tombe d'un arbre, l'hypothèse que c'est un point matériel est tout à fait bonne, à moins que la pomme se mette à tourner sur elle-même. Et un chariot qui glisse sur un plan incliné comme ceci, par exemple, ben heureusement, on peut aussi faire cette hypothèse. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'objet lui-même, il ne tourne pas sur lui-même. Donc il garde toujours la même configuration et l'approximation où on décrit le système avec un seul point qui se déplace sur le plan incliné, eh bien, elle est très bonne. Mais cette approximation, elle est bien plus puissante. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes bien plus compliqués qu'on peut traiter comme des systèmes de points matériels. Et en particulier, celui qu'on verra, ce sera celui dans lequel on étudie le mouvement des planètes autour du Soleil. Mais maintenant, comme n'importe quelle approximation, une approximation elle a toujours des limites. Et j'aimerais vous donner ici deux petits exemples. Vous voyez que j'ai ici un cylindre. Alors il est en plastique. Et j'ai le même cylindre qui a à peu près la même forme, les mêmes dimensions, un poids peut-être un petit peu moins élevé, mais qui est, disons, il a les mêmes dimensions. Et vous voyez que si je laisse rouler le cylindre sur le plan incliné, il suit une certaine trajectoire. Ce qu'on verra, c'est que cette trajectoire, une fois qu'il a quitté le plan incliné, on peut l'approximer par une parabole. En tout cas, c'est ce qu'on arrivera à déterminer en faisant de la balistique. Et si maintenant je fais le même exercice avec cette feuille, vous voyez que l'hypothèse qu'on a faite précédemment, elle est plus valable. La trajectoire ici, vous voyez qu'elle était entièrement différente du cas du cylindre. Et donc ça souligne le fait que lorsqu'on fait une approximation, eh bien, cette approximation elle a toujours un domaine de validité. Et ici, on a clairement outrepassé les limites de validité du modèle du point matériel. Ça illustre quelque chose que j'avais dit la semaine dernière. Non, celui-là. Alors, la première chose qui est très très importante, lorsqu'on veut décrire la position d'un point, c'est de savoir par rapport à quel objet mathématique, physique, on va décrire cette position. Et donc, on va introduire la notion de référentiel. Vous avez certainement déjà entendu parler de référentiel du laboratoire, etc. Mais comment est-ce qu'on définit ça d'un point de vue physico-mathématique? Eh bien, un référentiel, c'est simplement un ensemble de 4 points qui sont non coplanaires, ils ne sont pas dans le même plan et ils sont immobiles les uns par rapport aux autres. Et ces 4 points permettent de déterminer la référence par rapport à laquelle on veut décrire la position et le mouvement de notre objet. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple de référentiel? Ici, on est dans un référentiel qu'on appelle le référentiel du laboratoire. Je peux le définir à l'aide de n'importe quel ensemble de 4 points. Ça pourrait être 4 points qui sont 1, 2, 3, 4. Tout irait très bien. Et je pourrais attacher à ce référentiel, on le verra plus tard, un système de coordonnées que je peux aussi définir à partir des mêmes points et qui va me permettre de décrire n'importe quel vecteur. Alors ça, c'était un référentiel, mais maintenant, en fonction de ce qu'on considère, on va vouloir utiliser des autres référentiels. Je vous en donne ici 3 que je vais essayer de décrire. Le premier référentiel, c'est celui qu'on appelle le référentiel géocentrique. Et alors, je vais peut-être passer sur la tablette. Ça va me demander une seconde. Voilà.
Alors le référentiel géocentrique, c'est celui où les 4 points qu'on utilise pour définir notre référentiel sont le centre de la Terre, que je note ici avec un point O, ça ce serait le centre de la Terre, et puis on choisit arbitrairement 3 étoiles qui sont très loin les unes des autres, qui sont loin de la Terre, évidemment, et dont on considérera qu'elles sont fixes par rapport à la Terre. Donc, ces 3 étoiles, ça peut être l'étoile polaire, ça peut être une autre étoile et une 3e étoile. Et je vais dire, mon référentiel, il est fixé il est déterminé par ces 4 points. Alors, quelle est la différence avec le référentiel du laboratoire? Eh bien, on peut s'en rendre compte assez facilement. Si je représente ici la Terre, qui est presque ronde, et vous voyez que ici j'ai représenté l'auditoire dans lequel on se trouve, eh bien, dans ce référentiel, c'est évidemment pas tout à fait à l'échelle, hein, dans le référentiel dans lequel on se trouve, la trajectoire de l'auditoire, eh bien, c'est une trajectoire circulaire autour de la Terre. D'accord ? Et donc, dans le référentiel du laboratoire, nous n'avons pas de mouvement, mais le mouvement que vous avez en ce moment dans le référentiel géocentrique, eh bien, c'est un mouvement qui est circulaire uniforme. Et ça, évidemment, en fonction des problèmes qu'on traite, il va falloir en tenir compte. Il va falloir tenir compte du fait que le référentiel du laboratoire, ayant un mouvement circulaire par rapport au référentiel géocentrique, eh bien, le référentiel du laboratoire subit une accélération, par exemple, et ça, on va devoir en tenir compte en introduisant des forces d'inertie, mais ce sera plus tard. Ça, c'était le référentiel géocentrique. Maintenant, je peux encore définir un autre référentiel qu'on appelle le référentiel de Kepler, où on utilise comme 4 points fixes, non pas le centre de la Terre, mais le centre du Soleil. Et donc, je vais le dessiner ici en bleu. Ça, ce serait le centre du Soleil. Et puis, les 3 étoiles fixes, on peut évidemment utiliser les mêmes, hein, il n'y a pas de souci, elles sont de toute façon extrêmement loin de nous. Mais la chose qu'il faut savoir, dont il faut se rendre compte, c'est que dans ce référentiel, eh bien, le référentiel géocentrique, il a maintenant un mouvement de rotation autour du Soleil, à l'échelle d'une année. Et si on regarde le mouvement du référentiel du laboratoire dans le référentiel héliocentrique, ça commence à devenir quelque chose qui est compliqué, alors je vais tenter de le dessiner, hein, puisque ce sera quelque chose où on a la rotation de la Terre sur elle-même, plus la rotation autour du Soleil. Alors, si je le faisais 365 fois, eh bien, j'arriverai à la fin du cercle. Et donc, vous voyez que dans le référentiel héliocentrique, le laboratoire, il a un mouvement qui est relativement compliqué. Et là aussi, il va falloir en tenir compte. Il va falloir établir des formules qui nous permettent de passer de l'un à l'autre des référentiels. Mais dans la majorité des cas qu'on va traiter, le référentiel par rapport auquel on veut décrire l'évolution d'un objet, je vous rassure, ce sera le référentiel du laboratoire. Et ça va nous simplifier la vie. Alors une fois maintenant qu'on a... Je vais revenir à la présentation. Alors une fois qu'on a un référentiel, eh bien, ce qu'on va faire dessus, c'est coller vraiment ce qu'on appelle un système de coordonnées. Le système de coordonnées, vous connaissez tous les coordonnées cartésiennes qu'on appelle x, y, z, x1, x2, x3, peu importe. Mais ce n'est pas uniquement la seule manière de repérer un point dans l'espace, il y en a d'autres. Et en général, de manière tout à fait générale, ce qu'on appelle un système de coordonnées, c'est une manière de paramétriser n'importe quel point dans l'espace. Et donc, on parle de nombres réels qu'on appelle en toute généralité Q1, Q2 et Q3. Et à partir de ces 3 nombres, on peut repérer donc n'importe quelle position à l'aide d'un vecteur. Et donc, vous voyez que quand
coordonnées cartésiennes, ce qui se passe, c'est que un système de coordonnées, on va le définir par 3 grandeurs qu'on appelle x, y, z. Donc il va falloir définir un système de coordonnées. Un système de coordonnées, c'est un point qui est fixe dans le référentiel, non, qui n'est pas forcément fixe dans le référentiel, c'est un système de 4 points qui sont fixes les uns par rapport aux autres, qui permettent de définir 3 vecteurs qui sont non coplanaires. Donc il y a beaucoup de similitudes avec un référentiel, hein, mais qui nous permettent donc d'écrire un vecteur en projetant le vecteur sur les 3 vecteurs de base. Et ici donc j'ai un système cartésien, je prends un vecteur quelconque, et en projetant ce vecteur sur les 3 axes, j'obtiens 3 coordonnées, x, y, z, q1, q2, q3, qui me permettent de représenter de manière univoque la position. Mais ce n'est pas du tout la seule manière de faire. Et en fonction du problème qu'on décrit, en fonction des symétries du problème qu'on décrit, il y a souvent des cas où il est plus simple d'utiliser une autre manière de représenter les choses. Alors, je vais parler essentiellement de 2 systèmes ici, le système de coordonnées cylindriques et le système de coordonnées sphériques. Je vais les introduire maintenant, mais vous n'en faites pas, on va le faire bien plus en détail dans quelques semaines. Et donc, ce que je vais faire ici, il n'y a pas vraiment encore besoin de l'intégrer. Mais vous voyez que si j'ai dessiné ici un système de coordonnées avec... Non. Voilà. J'ai dessiné ici 3 axes, x1, x2 et x3. J'ai un point P, donc le vecteur OP, et en coordonnées cartésiennes, donc ce que je ferai, c'est que je le décrirai simplement par ces coordonnées x1, x2 et x3. Mais vous voyez que je pourrais très bien décider de choisir une triplette de grandeur qui va aussi me permettre de décrire le système de manière univoque. Je pourrais par exemple me dire, je vais choisir comme première coordonnée la distance à laquelle le point se trouve de l'axe vertical. J'appelle cette grandeur ρ, toujours du grec. Et je pourrais me dire aussi, je vais utiliser comme grandeur la hauteur à laquelle le point se trouve par rapport au plan x1, x2, donc au plan de base. Et puis, je vais utiliser comme 3e coordonnée l'angle phi que le plan défini par ρ et z fait avec l'axe x1. Et donc vous voyez que si je parle de x, y, z pour décrire le vecteur OP, ou bien ρ phi z, c'est exactement la même chose, mais bon, évidemment, il y a des formules qui permettent de passer à une description ou à l'autre. Le système que je viens de vous décrire, on l'appelle le système de coordonnées cylindriques, et maintenant, on va devoir attacher un repère à ce système, comme on le fait avec des repères en coordonnées cartésiennes. Et comment est-ce qu'on définit un repère en coordonnées cartésiennes ? Eh bien, si on a 3 vecteurs de base, on va faire en sorte qu'ils soient orthonormés, et la coordonnée x, donc le vecteur de base le long de x, on va le faire dans un plan où où z et y sont constants. Le plan z, le vecteur z, on va le décrire dans une direction où x et y sont constants, et de même pour y, qu'on va mettre dans un plan où x et z sont constants. Alors, on va répéter le même exercice avec les coordonnées, cylindriques ou sphériques. Vous voyez qu'ici, je vais construire un système, un repère que je vais appeler Eρ, Eφ et Ez. Et le vecteur Ez, je vais le construire le long de ce qu'on appelle une ligne de coordonnées, c'est-à-dire je vais le construire de telle sorte que le long de Ez, eh bien, R est constant, et donc vous voyez que Ez sera vertical, et pour tous les points qui sont le long de Ez, eh bien, l'angle φ il est aussi constant. Ça, c'est notre premier vecteur de base. Maintenant, un deuxième vecteur de base qui serait Eρ, je vais le construire de telle sorte que Z soit constant et φ soit constant aussi,
Et vous voyez que le vecteur, il sera donc dans un plan qui est horizontal à une hauteur z par rapport au plan de base. Et il sera aussi dans le plan qui est formé par le vecteur et sa projection sur le plan horizontal. Donc là, on a construit Euro. Et maintenant, la construction de EFI, elle se fait en trouvant le lieu géométrique des points qui sont à une distance constante du centre et à une hauteur constante. Donc ce serait un cercle qui serait à une hauteur z par rapport au plan de base. Et évidemment, comme un vecteur c'est une droite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer que ce vecteur il est tangent au cercle dont je viens de parler. Et donc là, on a construit un système qui est orthonormé. Ces trois vecteurs sont de longueur 1 et qui va constituer ce qu'on appelle le repère de coordonnées cylindriques. Ce que vous voyez, c'est que si ce repère x, y, z, il est toujours fixe, le repère de coordonnées cylindriques, ρ, φ, z, il dépend de la position du point qu'on considère. Pourquoi? Parce que si j'étais à un autre point, par exemple, eh bien, le vecteur, admettons que je sois en ce point-là, le vecteur euro, il sera comme ceci, le vecteur ez, ce sera toujours le même, et le vecteur phi, il sera dans cette direction. Et donc, si on a deux points si on a un point qui évolue, eh bien le repère en coordonnées cylindriques qui lui est attaché va évoluer en même temps. Ça, on le verra encore en détail plus tard. On peut faire le même exercice avec ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques, sphériques, ou alors ici, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de se mettre à hauteur constante, on va dire je vais repérer le point à partir de la distance qu'il y a entre l'origine O et puis le point P. Je vais appeler cette coordonnée R aussi. Et puis, je vais définir deux angles. Je vais utiliser, par exemple, en premier, l'angle que le vecteur OP y fait avec la verticale. Et cet angle, je vais l'appeler θ. Et finalement, je vais considérer comme dernière coordonnée l'angle phi qu'il y a entre le vecteur x1 et la projection du vecteur OP sur le plan x1, x2. Comment est-ce que je l'ai appelé? Je l'ai appelé phi aussi. Et de manière équivalente à ce qu'on a vu juste avant, d'écrire la position du point P avec les grandeurs r, θ, phi, en coordonnées sphériques, comme on les appelle, c'est tout à fait équivalent à la description dans le repère cartésien qu'on utilisait précédemment. Alors, vous me direz, mais on va se compliquer la vie ici. En fait, c'est vrai que lorsqu'on va devoir écrire la position, la vitesse et l'accélération dans des systèmes de coordonnées qui sont soit cylindriques, soit sphériques, on va trouver des formules qui seront très compliquées, mais ce sera des formules qu'on appliquera toujours dans des cas où elles se simplifient terriblement. Ce qui fait toute l'utilité d'utiliser ces systèmes de coordonnées. Et par exemple, si on a un système où on a une boule qui se déplace dans une demi-sphère, ce qu'on verra plusieurs fois, eh bien, on pourra se dire que la coordonnée en R, elle est toujours constante. Ça nous permettra donc de supprimer une coordonnée, ce qui simplifiera terriblement le problème. Alors qu'on pourrait traiter le problème en coordonnées cartésiennes, mais en coordonnées cartésiennes, le fait que la boule soit sur une demi-sphère, ça donne une relation entre x, y et z, mais ce n'est pas une relation qui est extrêmement simple. Donc ça, c'était un petit mot d'introduction sur les coordonnées sphériques et cylindriques. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une différence qui est subtile, mais qui est très importante, c'est qu'il faut vraiment arriver à faire la différence entre ce qu'on appelle un référentiel et ce qu'on appelle un système de coordonnées. Et moi, même après bientôt 60 ans d'études, j'arrive encore à faire la confusion entre les deux, je me trompe souvent, hein, mais il faut vraiment savoir que le référentiel, c'est l'objet physique par rapport auquel on veut étudier le mouvement, donc c'est vraiment une entité physique, alors que le système de coordonnées,
c'est vraiment un objet mathématique qui nous permet juste d'écrire les grandeurs, positions, vitesse et accélération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un référentiel donné, on peut définir une infinité de systèmes de coordonnées. Vous voyez que si on est dans le référentiel du laboratoire, que je prends un système de coordonnées qui est défini par ces 4 points-là, eh bien, je peux le mettre n'importe où, ce truc. Je peux définir une infinité de systèmes de coordonnées, mais ils correspondent tous au même référentiel. Donc, je vous suggère de méditer un petit peu la différence qu'il y a entre les deux. Et lorsque vous ferez des exercices, vous verrez que, par exemple, on doit choisir un référentiel par rapport auquel on veut toujours faire les calculs. On sera aussi amené à choisir des systèmes de coordonnées. Ce sera les 2 premières étapes, et donc il faut bien faire la différence entre les 2 entités, donc référentiel et système de coordonnées. Dans la longue série de définitions que je vais vous donner aujourd'hui et jeudi, la première, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Alors la trajectoire, c'est peut-être la chose qui est la plus simple à définir. C'est simplement le lieu géométrique des points du référentiel qui sont par lesquels le point matériel dont on veut étudier l'évolution y passe. Et donc la trajectoire, c'est vraiment une courbe. C'est une figure géométrique, comme j'ai écrit, et il n'y a aucune notion d'évolution. Si vous regardez le ciel, vous verrez peut-être des traînées blanches qui sont liées au passage d'un avion. Et s'il n'y a pas trop de vent et que cette ligne blanche ne bouge pas, elle représente vraiment la trajectoire de l'avion. Mais en fait, vous voyez une ligne blanche, vous ne savez pas si l'avion il est passé vite, s'il est passé lentement, vous ne savez pas quand il est passé. Et donc, la trajectoire, c'est quelque chose qui ne contient pas du tout de notion d'évolution, c'est simplement un objet géométrique. Et ceci, ce bout de tuyau, ce bout de métal, ça pourrait très bien représenter une trajectoire. Vous voyez ? Mais évidemment, si j'ai un objet qui suit cette trajectoire, je ne peux pas dire a priori comment il l'a suivi. Il n'y a pas de notion d'évolution. Évidemment, des trajectoires que vous connaissez bien, c'est la ligne droite, c'est le cercle, c'est la parabole, c'est l'ellipse. Et on va certainement en parler souvent dans ce cours. Première notion que vous connaissiez bien, certainement, la trajectoire. Une autre qui est peut-être, que vous connaissez aussi certainement, mais qui porte un nom qui est un petit peu moins commun, c'est celui d'abscisse curviligne. Alors, une abscisse curviligne, c'est quelque chose qu'on définit simplement, c'est une grandeur qui est scalaire, ce n'est pas un vecteur, c'est simplement la distance qui était parcourue par l'objet dont vous caractérisez l'évolution à partir d'un certain moment, à partir d'un certain point de référence. C'est vraiment une longueur d'arc entre le point de référence et le point auquel vous vous trouvez. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut évidemment dépendre du temps. Donc si je reprends la trajectoire que j'avais, eh bien, on pourrait se dire, voilà, si on définit que notre origine elle est ici, si on se dit qu'à cet endroit, on a une abscisse curviligne qui est égale à 0, si je mesure la longueur que j'ai parcourue le long de la trajectoire, ici, je vais avoir l'abscisse curviligne. Et une manière de décrire l'abscisse curviligne, ce sera avec le temps, puisque évidemment, la distance que vous avez parcourue le long de la trajectoire, elle dépend du temps. C'est comme lorsque vous faites un trajet en voiture, lorsque vous marchez ou lorsque vous évoluez, eh bien, la distance que vous avez parcourue, la distance que vous mesurez sur le compteur kilométrique de votre voiture, c'est ce qu'on appellerait l'abscisse curviligne. Et donc, c'est une fonction du temps. C'est important parce qu'on va l'utiliser pour définir des autres grandeurs. Donc là, on a déjà vu 2 définitions. Et maintenant, on peut se dire comment est-ce qu'on va exprimer une trajectoire. Eh bien, on peut le faire de plusieurs manières. On peut se dire, voilà, je prends
un système de coordonnées que j'appelle Q1, Q2, Q3. Ça peut être, donc je le rappelle, ça peut être X, Y, Z, ça peut être ρ, phi, Z en coordonnées cylindriques, ça peut être R, θ, phi en coordonnées sphériques, peu importe. Je les appelle simplement Q1, Q2 et Q3. Et puis ce que je peux me faire, c'est me dire, voilà, je vais exprimer la trajectoire en me disant, j'ai une des trois coordonnées que j'appelle Q3 ici qui varie, et si je trouve deux fonctions telles que la première coordonnée, j'arrive à l'exprimer en fonction de la dernière, donc ici ce serait par exemple x exprimé en fonction de z, si j'arrive aussi à exprimer y en fonction de z, et que maintenant ça veut dire que pour chaque z, je peux savoir à quel x et à quel y je me trouve, et donc je peux reconstruire la trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle, donc ce que j'ai écrit ici, le premier bullet, c'est ce qu'on appelle l'équation intrinsèque de la trajectoire. Et je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. Maintenant, il y a aussi des autres manières de décrire la trajectoire qu'on appelle des manières paramétriques, c'est-à-dire qu'on va prendre une grandeur qu'on va appeler paramètre. Ce paramètre, ça peut être un angle, ça peut être l'abscisse curviligne, on va le voir plusieurs fois, ça peut être le temps aussi. Et si j'arrive à exprimer les trois coordonnées en fonction de ce paramètre, eh bien évidemment, si je prends une valeur du paramètre, je peux savoir à quel point Q1, Q2, Q3 je me trouve, et donc je peux reconstruire la trajectoire. Et je vais vous donner tout de suite trois exemples. Donc, si vous regardez sur la gauche, ici, je vous donne l'exemple de l'équation intrinsèque de la trajectoire. Donc, c'est celle où on exprime deux coordonnées à partir de la troisième. Et ici, je me dis, voilà, la troisième coordonnée, je l'ai appelée Z. C'est celle qui est ici. Les coordonnées x et les coordonnées y, elles sont le long de ces deux vecteurs. Et puis, pour une raison ou pour une autre, admettons, j'admets que je connais la fonction qui me donne x en fonction de z et la fonction qui me donne y en fonction de z. Alors je ne sais pas ce qui fait que ce système suit cette évolution, peu importe. Ce n'est pas ce qu'on étudie ici. Simplement, voyez ici que pour chaque valeur de z, je peux trouver la valeur de x et la valeur de y qui correspondent à mon z, et je peux les tracer dans le plan tridimensionnel. Alors vous voyez que le cosinus en z, c'est une fonction qui varie périodiquement. Le sinus, c'est aussi une fonction qui varie périodiquement, mais qui est décalée par rapport au cosinus. Et dans notre cas ici, la variable z, elle varie de manière continue, ce qui fait que lorsque je dessine x, y et z, eh bien, je vais avoir quelque chose qui décrit une hélice. Et vous voyez que cette manière, elle m'a permis de trouver l'équation d'une hélice de manière très très simple. Un autre exemple où on a une équation qui est paramétrique, c'est l'équation de l'ellipse. Alors l'équation de l'ellipse, vous la connaissez peut-être. Vous connaissez peut-être l'équation qui vous dit x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Ça, c'est une manière d'écrire l'équation de l'ellipse. On peut aussi l'écrire de manière paramétrique. Alors ici, on a une courbe qui est en deux dimensions, donc le z, on l'oublie simplement. Et ce que je fais ici, c'est que je vais tracer les axes x, l'axe y, et puis je vais faire varier un paramètre que j'appelle θ, avec les deux fonctions qui vont me permettre de donner la coordonnée en x et la coordonnée en y, où x, en fonction de l'angle θ, ce sera a fois cosinus θ. Et donc vous voyez que si θ est égal à 0, cos θ il est égal à 1, donc x sera égal à A, on aura ce point-là. Et puis, vous voyez que si θ est égal à 90 degrés, à pi sur 2, le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc, la coordonnée en x pour un angle de 90 degrés, ce sera 0. On fait la même chose pour y, sauf qu'au lieu qu'on ait A, on a B. Et puis, au lieu qu'on ait le cosinus, eh bien, on a le sinus.
Donc vous voyez que pour θ est égal à 0, la valeur en y, elle vaut b fois sinus de 0, c'est 0. Et donc, on a pour l'angle θ, les coordonnées de notre point, c'est a et 0. Et si on va à θ est égal à pi sur 2, eh bien, les coordonnées de notre point, ce sera 0 en x et puis b, puisque sinus de 90 degrés, c'est 1 pour y. Et donc, on aura ce point-là. Et évidemment, si on fait varier l'angle θ de manière continue, eh bien, le point qui est décrit par ces deux équations, il va varier le long de cette ellipse. Ça, c'est une autre manière d'écrire l'équation de l'ellipse. C'est ce qu'on appelle une équation paramétrique. Alors, ce n'est pas forcément très très simple. Vous voyez que j'ai aussi parlé de paramétriser la trajectoire par l'abscisse curviligne, donc la distance que vous avez parcourue depuis un certain point de référence. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris le parcours des 20 km de Lausanne, mais ce n'est pas ceux de cette année, je ne sais plus de quand c'était, il y a quelques années. Et puis ce que je vais faire, c'est que les trois coordonnées que je vais définir, je les appelle x, y, z, et arbitrairement, je définis l'origine ici au départ, je définis que le vecteur de base x, il est dans la direction ouest-est, et puis à peu près, et puis je définis que le vecteur de base le long de y, il est dans la direction sud-nord, donc vous voyez comme je l'ai dessiné, et le vecteur de base z, c'est celui qui vous décrira l'altitude à partir de ce point de référence. Alors vous voyez que si je regarde les choses dans le plan vertical, comment est-ce que je vais reconstruire la trajectoire? Si pour une certaine distance effectuée, 1, 2, 3, 5, 10, 20 km, je connais la position en x et la position en y, eh bien pour n'importe quelle distance, je peux trouver le vecteur qui relie le départ au point auquel on se trouve. Et vous voyez, alors je ne sais pas si c'est très lisible ici, vous voyez que j'ai représenté le vecteur x, y pour l'abscisse curviligne S qui est égale à 10 km. Si j'avais voulu représenter la même chose à, ils sont où les autres, à 5 km, donc le vecteur x, y pour S est égal à 5 km, ça m'aurait donné ce vecteur. Et maintenant, la dernière fonction, donc altitude en fonction de la distance parcourue, c'est celle qui est peut-être la plus parlante,